la reconquête des publics, une énergie perpétuelle. Voilà tout un programme que nous avons imaginé en partenariat donc avec la CCLR, qui depuis 3 ans participe au festival, pour lesquels on conçoit un parcours de découverte de films à l'intérieur du festival. Et puis, pour ne pas s'en tenir uniquement à ça, on a toujours prévu en fait un temps de discussion en partenariat avec Box Office Pro. Merci Aïcha Goul qui va modérer cette rencontre. Je remercie tous les intervenants présents que je vais vous présenter. De gauche à droite, Pauline Ginot, déléguée générale de la CID. Voilà, c'était l'occasion pour nous. La CID fête cette année ses 30 ans et c'était voilà, l'occasion de vous associer à cette rencontre de manière pertinente, il me semble. Cathy Seba, réalisatrice, membre de la CID. Noémie Bédred, responsable de la programmation au cinéma Diagonale, le cinéma d'art et d'essai de Montpellier. Fabrice Kaparov, Cinémode. Marie Chapelet, de la DRAC. Et Isabelle Moreau, du cinéma Travelling à Agde. Merci beaucoup pour votre présence. Et je laisse la parole à Aïcha Goul. Merci. Merci Géraldine. Bonjour et bienvenue à tous. Et merci de nous avoir rejoints dans ce volet relativement nouveau de Cinémed. Je suis Aïcha Goul Algan, donc journaliste à Box Office Pro, comme Géraldine me présentait. Et je sais que cela fait longtemps que les Cinémed Meetings, que la réputation des Cinémed Meetings n'est plus à faire en matière d'attrait des producteurs et des distributeurs qui viennent, qui sont en recherche de financement pour leurs projets, en recherche d'œuvres pour leur line-up ou en recherche de notoriété pour les films qui font déjà partie de leur line-up. Depuis l'année dernière, voire même en fait l'année d'avant, on était en train de compter, les Cinémed Meetings dédiés donc aux professionnels se sont ouverts à ceux de l'exploitation en partenariat avec la CCLR, l'Association des cinémas et cinémas indépendants du Languedoc-Roussillon. Et depuis hier, les exploitants de la région, et au-delà, pourquoi pas, ont rendez-vous ici pour suivre un parcours spécifique concocté par le maître des lieux parmi les films du festival pour pouvoir repérer à leur tour les films qu'ils vont travailler dans leur salle dans les mois ou les semaines à venir. C'est en somme 2 grosses journées de prévisionnement comme l'association en organise régulièrement. Mais de quoi parlent-ils les exploitants quand ils se retrouvent? Vous demandez-vous peut-être. Eh bien, ils parlent de vous. Car vous êtes bien ici avant tout des spectateurs de salles de cinéma. Je dirais même, vu l'audience, que vous êtes plutôt des spectateurs réguliers, voire assidus. Mais bon, il faut admettre que la problématique du retour du public dans les salles reste encore le sujet de préoccupation qui sous-tend en fait toutes les interrogations du secteur actuellement, toutes les autres interrogations et les moyens de leur reconquête font partie de tous les débats organisés actuellement dans le milieu, au point qu'on en est plutôt entre journalistes à se demander et toi, de quoi va parler ta table ronde sur la reconquête des publics ? Alors, en tout état de cause, on en était à peu près à ce point de la réflexion quand s'est imposée avec violence la crise énergétique. Mais je vous rassure, ce n'est pas notre sujet. Car à l'heure de la sobriété où la moindre économie d'électricité ou autre énergie fossile compte, je dirais que si l'énergie qui se dégage de ceux qui font tourner les salles, programment, imaginent, communiquent, partagent, débattent, pouvait se transformer en électricité, ça en enverrait des watts dans le réseau. Bref, nous allons parler de l'énergie humaine, qui n'est certes pas éternelle, mais qui est perpétuelle, celle qui fait tourner les salles, et comme il y a plein de personnes bien mieux placées que moi pour en parler, je vais rapidement passer la parole commençons par la cinéaste, Cathy. Et on est passé rapidement sur votre présentation, excusez-moi, mais donc vous êtes cinéaste, membre du réseau de la CID, l'association pour l'association de cinéma pour l'indépendant. C'est n'importe quoi. Du cinéma indépendant pour sa diffusion. Pour sa diffusion. Excusez-moi. Alors, c'est une association, effectivement. Donc, c'est une association de cinéastes. Je repars un tout petit peu sur ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, la CID, donc c'est une association composée de cinéastes qui ont dans l'idée de s'entraider et d'aider à la diffusion et à
diversité la plus grande de films. Donc ça passe par beaucoup de moyens différents, mais notamment par une présence sur le terrain, dans les salles de cinéastes. Donc, par exemple, on peut soutenir des films dans le cadre du Festival de Cannes. Donc, il y a une programmation faite par 14 cinéastes. Il y a 9 films qui sont choisis, documentaires, fiction. Et à l'issue de cette programmation, c'est pas juste on a dit qu'on aimait bien les films. On s'engage, on écrit sur les films et ensuite, à leur sortie, eh bien, on va les accompagner. Et parfois, ça peut être des cinéastes qui ne sont pas là et nous allons présenter leurs films. Et donc, cette démarche, déjà, elle est forte parce que on se déplace dans des cinémas, parfois partout en France, pour présenter des films qu'on a beaucoup aimés, sur lesquels on peut parler et sur lesquels on a envie de discuter avec des gens qui viennent dans la salle. Et ça fait aussi, pour les salles, une présence qui n'est pas celle du cinéaste qui a forcément réalisé le film, mais de quelqu'un qui est aussi dans le processus de réalisation et qui est d'une autre manière prêt à discuter avec des gens qui ont envie de parler après les films. Et on va dire que c'est... j'ai parlé donc de Cannes, mais il y a aussi un suivi toute l'année sur des films qui ont plus de difficultés à sortir. Donc ça fait un panel très large de films et ça permet à certains d'avoir une visibilité qu'ils n'auraient peut-être pas s'ils n'avaient pas, on va dire, je ne sais pas si on peut dire label, mais en tout cas un petit peu l'accompagnement en tout cas qui est très très musclé et très tonique de la part de l'équipe aussi des permanents de l'Acide. Donc voilà, donc c'est un truc un peu global, il y a plein d'initiatives, il y a aussi beaucoup de réflexions autour de comment essayer de préserver cette diversité, qui est vraiment le cœur en fait du truc. Et en plus, avec le côté solidaire entre nous. Voilà. Merci. Alors Pauline, déjà toutes les deux, joyeux anniversaire. Cette année, l'Acide fête ses 30 ans, donc 30 ans d'engagement auprès des salles, et 30 ans que les salles et l'Acide se réinventent. C'est un mot très galvaudé qui revient régulièrement, surtout depuis la crise sanitaire. On attend sans cesse cette réinvention, et pourtant, vous n'avez pas attendu une crise pour chaque fois proposer des choses différentes. Comment vous voyez-vous l'action de l'Acide, sa place auprès des salles ? Faudrait plutôt le demander aux salles, je dirais. Évidemment, notre action, elle est avec les salles, en partenariat, main dans la main, mais elle est surtout à destination des publics. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de permettre à des films et permettre au public d'avoir accès au maximum d'œuvres dans leur immense diversité, d'avoir accès à des créateurs qui discutent en fait ensemble, c'est ce que Cathy expliquait. Là, dans le contexte de la crise, il nous semble que c'est une réponse à hauteur humaine, en fait. Face à des grands projets, parfois très technologiques, notre réponse à nous, elle est strictement humaine et main dans la main. C'est un travail de Sisyphe qui est fait par beaucoup de gens autour de cette table par ailleurs. Voilà. Mais c'est vraiment à cet endroit-là qu'on se situe. Et c'est en pensant qu'il faut couper certains intermédiaires, mais qu'en mettant des créateurs dans la salle de cinéma pour parler de cinéma, on retrouvera quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, la crise met en avant en fait, des choses qui préexistaient. C'est-à-dire que la crise ne vient pas de nulle part. Enfin, la crise est strictement conjoncturelle sur la pandémie et les effets, mais il y a aussi une partie structurelle qui le préexistait. Et là-dessus, on en a tous assez conscience, notamment sur la visibilité des films, des œuvres de la diversité. Cette crise accélère des choses qui étaient là bien en avant. Et c'est pour ça que quand on en parle, on sépare tout ce qui est conjoncturel de ce qui est structurel. Avec une petite tendance où le conjoncturel est en train de devenir structurel. Ça, je crois qu'on le mesure un peu tous au quotidien. Mais donc, nous, à notre endroit, on est vraiment sur une hauteur humaine. Et donc, dans un dialogue avec, par exemple, des jeunes, on a mis beaucoup de choses en place, effectivement, en amont. On a, par exemple, un réseau de jeunes ambassadeurs. Donc, c'est devenu désormais, tout le monde a son réseau de jeunes ambassadeurs. C'est presque une blague pour tous ceux qui travaillent, mais si tu n'as pas ton réseau de jeunes ambassadeurs, tu as un peu raté ta vie, à 30 ans. On est plutôt dans ce cadre-là. Mais c'est effectivement, donc, c'est à peu près 300 jeunes sur la France. Donc, on pense régionalement. Donc, c'est en Île-de-France, en région PACA, en Normandie, en Auvergne. Parce que ça demande des inscriptions dans des lieux, avec des cinéastes. Donc, quelque chose qui est vraiment très marqué dans des territoires et inscrits. Et en fait, ce sont des jeunes qui visionnent des films, donc ceux soutenus par l'Acide, et ils vont s'engager dessus quand ils les aiment. Et ils le font un peu comme les cinéastes le font, à leur façon. Donc certains vont s'emparer des réseaux sociaux, ce qui fait que vous pouvez entendre parler d'Atlantic Bar, que vous avez pu découvrir ici sur TikTok, voilà. C'est pas nous, mais il y a des jeunes qui le font extrêmement bien, beaucoup mieux que ce que nous on le ferait l'une ou l'autre, c'est pas notre endroit. Et c'est plutôt d'offrir ces possibilités. Il y en a qui vont écrire, d'autres qui vont accompagner des séances. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de penser aussi en le décentralisant, puisque c'est quelque chose à dire sur la site et qu'on est très décentralisé.
On est une association dont les bureaux sont à Paris. Paris est la ville, en fait, dans laquelle on agit le moins. Donc, c'est-à-dire que 45% des salles avec lesquelles on travaille sont situées dans des agglomérations, par exemple, de moins de 25 000 habitants. L'idée, c'est vraiment, en fait, plutôt de faire rentrer ces films qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont des films qui sont des programmes de diffusion, qui sortent sur moins de 50 copies nationales, donc qui sont assez peu accessibles, en fait, quand on n'habite pas dans une grande ville qui le montre. Par exemple, à Montpellier, beaucoup de ces films vont être diffusés. À votre Diagonale et Utopia, il y a une offre de cinéma indépendant qui permet la visibilité de ces films. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les villes de France et encore moins dans les petites agglomérations. Donc l'idée, c'est nous de travailler en continuation, en complément avec les distributeurs, pour justement permettre aux publics qui ne sont pas dans ces grandes villes d'y avoir accès. Donc on travaille dans, je crois que 16% des salles avec lesquelles on travaille sont situées dans les territoires, ce qu'on va appeler ruraux, au sens vraiment juridique du terme. Voilà, je laisserai Marie le préciser au besoin. Donc c'est vraiment d'être à cet endroit-là, alors qu'on a conscience qu'on travaille sur une typologie de film qui est très souvent identifiée au contraire à quelque chose un peu d'élitiste, etc. Et l'idée, c'est vraiment de déconstruire ça, complètement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai un peu dérivé. Mais... Oui, je n'en attendais pas moins. Et on va peut-être passer à Noémie, à Diagonale. Commencer par Diagonale, qui est... bon, c'est pas la peine de présenter le cinéma Diagonale, j'imagine, ici. Et c'est quoi l'énergie humaine à laquelle carbure, en fait, le cinéma, chez vous ? Qu'est-ce qu'on prend, c'est ça ? Oui. Quels sont les apports en fait extérieurs, la part entre ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de l'équipe ? Bon, on en parlait un petit peu hier soir justement avec Pauline, elle vient de le dire aussi. Alors nous, on travaille très localement, je pense, évidemment. Et puis on a un cinéma, on a 6 écrans, donc toute la programmation, on a une programmation assez importante, on doit répondre à des propositions des distributeurs, etc., et trouver un équilibre avec tout ça. Et le travail qu'on mène sur des films plus confidentiels, dirons-nous, ou plus difficiles à programmer, ou je ne sais pas, on ne passe pas forcément par la CID, on n'a jamais travaillé avec la CID d'ailleurs, mais parce qu'on est une salle de, ce qu'on appelle une salle de nationale. C'est-à-dire que donc on n'a pas forcément accès. Et lorsque l'on sort les films en décalé, puisque ça, je trouve que depuis quelques années, même en 2019, on a commencé à travailler avec les distributeurs comme ça sur certains films, en discutant de pas forcément le sortir en national, mais en proposant, nous, en tant que salle, un accompagnement, un partenariat avec des associations, ou faire venir le réalisateur plus tard, éventuellement, mais travailler très localement. On a quelques ambassadeurs, nous aussi, locaux, qui viennent de la fac, surtout des étudiants, grâce au travail qu'on mène avec l'université Paul Valéry et la section cinéma depuis de nombreuses années, puisqu'on va avoir 40 ans en 2023, donc c'est pas tout jeune, même si c'est encore jeune, 40 ans. Et du coup, tout ce travail-là, on a ces ambassadeurs, des gens qu'on rencontre, qui reviennent, des jeunes, des moins jeunes, et avec qui on va pouvoir discuter de certains films sur lesquels on a besoin de cibler un public aussi et de travailler en amont pour les faire venir. Après aussi, il y a tout le travail. Alors, il y a un énorme travail sur l'éducation à l'image aussi depuis des années, qui fait qu'on retrouve aussi ces jeunes-là plus tard. On travaille énormément avec la section cinéma Jean Monnet, c'est des publics. Et donc, quand on travaille avec eux, c'est-à-dire qu'on voit les films en amont, on propose avec Monica, qui est dans la salle, Monica Nassif, qui est responsable de l'éducation à l'image pour les cinémas Diagonale, et l'association Les Chiens Andalous, on les contacte en amont pour travailler avec eux sur une projection. Ils viennent une fois par mois à 18h, et on fait venir depuis quelques années des équipes, des réalisateurs. Alors, ce ne sont pas les habitudes qu'on avait avec les distributeurs, parce que c'est des séances qu'on ne fait pas forcément à 20h, c'est des séances qu'on fait à 18h, mais là, on travaille sur un public cible qu'on ouvre évidemment à tout notre public. Ce n'est pas restreint, ce ne sont pas des séances scolaires, c'est ouvert à tout le monde. Donc, moi, je dirais que 40 ans, c'est quand même 40 ans de travail, d'accompagnement des films en salle. On connaît de plus en plus notre public, on travaille avec des gens depuis des années, on renouvelle, j'ai l'impression quand même qu'on renouvelle un public, notamment avec les dispositifs d'éducation à l'image.
Donc voilà, c'est ce travail qu'on mène encore et toujours, comme on a toujours mené. Après, la seule difficulté, moi, que je trouve depuis même avant la pandémie, 2018-2019, c'est quand même qu'il y a un petit manque de curiosité de la part des spectateurs et qu'on a quand même du mal à les orienter sur des premières œuvres, notamment. Même lorsqu'on fait venir réalisatrices, réalisateurs, c'est pas évident, si c'est pas un film à thème, à sujet, comme on dit. On a du mal à drainer ce public-là et je trouve que c'était même avant la pandémie. Donc c'est sur ces films-là qu'on va travailler justement spécifiquement avec des publics avec qui sont nos ambassadeurs, avec qui des enseignants, mais avec qui on travaille depuis plusieurs années pour justement avoir cette base-là de confiance et amener un autre public à venir et faire le bouche à oreille. Voilà. Mais je me rends compte, oui, que c'est la curiosité, voilà, c'est quelque chose. Et donc je trouve ça. Enfin, j'ai noté quand même, c'est toujours ces réalisateurs qui viennent parler d'autres réalisations. Je trouve ça vraiment très intéressant de votre part parce que je pense que ça aussi, ça peut ouvrir. Le spectateur peut peut-être être intéressé de ne pas avoir, de se sentir peut-être un peu plus libre de parler à quelqu'un qui connaît ce métier, mais qui n'est pas celui dont ils viennent voir l'œuvre. Donc je trouve ça c'est quelque chose que voilà, j'ai noté pour note pour plus tard. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, je sais pas. Et puis après, peut-être que tu en parleras, mais aussi il y a eu tout ce voilà comment on communique. Donc ça c'est un travail qu'on fait en équipe aussi par rapport au film, en dehors de trouver du public, cibler le public et c'est voilà comment on se sert des nouveaux réseaux, comment on essaye de communiquer oui, bien sûr, on va y revenir. Mais bon, ça, j'imagine que tu en parleras plus tard. Enfin, voilà. C'est vous qui allez m'en parler, mais en effet, mais on peut, avec Isabelle et Fabrice, c'est vrai qu'on passe sur pas tant des typologies de cinéma différents, mais des enjeux différents en matière d'implantation du cinéma dans le territoire et de public. Peut-être commencer par Isabelle, qui gère le cinéma, le travelling de Agde, 4 salles, avec un profil un peu différent, parce que généraliste et arrêt-essai. Et quels sont ces derniers temps les postes, comment dire, de mobilisation les plus activés chez vous? Alors, bonjour à tous et à toutes. Oui, évidemment, comme tu disais, j'ai une typologie un petit peu différente. Je suis classée arrêt-essai, mais je suis avant tout une salle généraliste dans une petite ville d'environ 30 000 habitants. Et donc, ma mission, enfin en tout cas c'est comme ça que je la porte, c'est d'apporter le cinéma, mais vraiment au sens large, pas seulement le cinéma arrêt-essai, mais également le cinéma divertissement, qui est important aussi. Et je suis également une salle complètement indépendante, donc sans aucune subvention publique. Donc c'est aussi ça, c'est aussi ce cinéma divertissement, qui est aussi une forme de culture, faut quand même une culture populaire, qui me permet de pouvoir faire un autre travail, un travail d'éducation à l'image dont on a parlé, mais aussi plus généralement un travail sur l'arrêt-essai dans mes salles. Donc j'ai un classement depuis très longtemps. Labels. J'ai des labels, j'ai 2 labels actuellement. Et puis, je sais pas, on parlait d'anniversaire, il y avait les 30 ans de la CID, les 40 ans du Diago, et là, c'est les 20 ans du travelling. Voilà. Alors oui, concernant la reconquête du public, on va y aller, on y va. Alors, la reconquête du public. C'est vrai qu'en ce moment, on a des difficultés, alors que quand même, en 2019, ça a été quand même, il faut le rappeler, notre meilleure année de tous les temps, 2019. Donc, mais 2020 est passé par ici, nous a quand même un petit peu mis par terre, il faut l'avouer. Nous sommes toujours, d'une manière générale, en France, dans l'exploitation, à moins 30% en termes de fréquentation de salles. Et c'est pas faute, nous exploitants en tout cas, d'un manque d'énergie. Justement, on a redoublé notre énergie sur la reconquête des publics, avec par exemple
pour mon cas, l'embauche d'une apprentie avec l'université de Paul Valéry, voilà, et donc voilà, qui a été destinée, dont la mission a été vraiment de travailler sur la cible des 15-25 ans, ce qui n'est pas une cible très facile dans une ville comme moi, puisque je n'ai pas du tout une ville universitaire, et il n'y a pas forcément de films qui sont adaptés aux 15-20, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. On trouve plus facilement des films pour mobiliser les 18-25 ans, ce qui est justement une tranche que je n'ai pas beaucoup sur Agde, qui sont justement déplacées plutôt dans les villes universitaires. Voilà, donc c'était tout un travail. On a mis en place, évidemment, comme vous parliez, d'ambassadeurs, mais d'un petit groupe. On appelle ça, nous, la Pop and Teams. Donc voilà, pour essayer de mobiliser les jeunes pour venir voir des films. On essaye de les faire venir sur des films à RSM, mais comme on manque de matière, on va dire, on essaie de les faire venir sur des choses un petit peu plus avec un pas de côté. Voilà, on essaie de faire venir sur des films qui vont parler, par exemple, d'un métier ou de je sais plus moi, on en a tellement fait que bon, voilà. Mais voilà, on a essayé d'engager quelque chose comme ça, et donc je renouvelle cette année encore l'apprentissage avec Clara, qui est dans la salle d'ailleurs, et qui va vraiment, elle, s'atteler moins sur la tranche 25 ans, même si on ne va pas la lâcher, évidemment, mais sur la médiation d'une manière générale. On fait beaucoup de choses, nous, dans l'exploitation. On a forcément le travail de diffusion de films, mais il faut aller chercher le spectateur. Et pour aller le chercher, ça demande énormément d'énergie. Il faut aller dans les associations, il faut aller dans tel ou tel événement, et puis il faut aller chercher des gens qui sont susceptibles d'amener d'autres gens. Enfin voilà, proposer aujourd'hui ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut vraiment aller chercher le spectateur là où il est pour le faire venir dans nos salles. Fabrice, et toi qui as aussi par ailleurs la casquette de membre du conseil d'administration du GNCR, le Groupement national des cinémas de recherche, dans un territoire qui est le plus rural possible dans ce panel, comment ça se passe chez Cinémode? De quelles ressources humaines tu disposes aujourd'hui? Alors, bonjour à toutes et tous. Alors nous, on a la complexité de passer des films sur des territoires assez isolés. On travaille vraiment sur la proximité. Donc j'ai une équipe qui commence à être solide, qui a été formée d'abord à l'animation, et puis on a fait aussi le pari à la sortie de la crise Covid d'embaucher un médiateur qui avait travaillé au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Voilà, qui est venu s'installer sur notre région, et donc lui développe énormément ce que disait un peu Isabelle, le travail d'aller chercher les publics, les associations, faire vivre les films, notamment les films de recherche et découverte qui sont très pointus, etc. On fait un gros travail aussi à la demande d'associations locales, etc. On propose aussi des services. Aujourd'hui, la salle, on peut plus se permettre de ne faire que du cinéma. Nous, on avait une grosse baisse, et petit à petit, on conquiert de nouveaux publics, par exemple en installant des garderies pour les parents. Ils peuvent venir voir un film, et pendant ce temps, on a notre animateur qui garde les enfants. Voilà, donc en milieu rural, c'est très compliqué de sortir, donc il faut tout le temps se réinventer. En faisant attention de ne pas épuiser nos équipes. Donc aussi, on fait appel à des ressources extérieures, comme l'ACID. On a des réalisateurs qui sont venus soutenir des films. Le travail aussi avec des programmes additionnels que propose par exemple le GNCR ou l'AFCAE pour accompagner les films, interviews de réalisateurs, etc. On travaille aussi maintenant sur des avant-premières, même si c'est compliqué souvent de programmer des films un peu plus grand public pour nous, parce qu'en milieu rural, c'est difficile d'avoir des films en prime time, comme on dit. Donc on travaille sur des films un peu plus pointus, un travail différent, mais
voilà, qui aujourd'hui fait que nous, on est à 7-8% de pertes sur nos publics. Voilà, alors qu'on avait démarré. C'est toujours des pertes, mais voilà, on a ce travail-là qui paie petit à petit. Juste pour vous dire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en faisant dans un territoire qu'on imagine plus difficile à travailler, en faisant un travail plus pointu, vous êtes finalement, par un travail des publics qui est régulier, sur une baisse qui est beaucoup plus faible que celle du reste de l'exploitation. Et ça rebondit sur ce qu'on disait, Jean-Marc Zécry, par exemple, qui est un exploitant du Reflet Médicis, qui est une salle assez atypique à Paris, certes, mais il me disait qu'il était à moins 4% sur l'exploitation. De même qu'au Méliès de Montreuil, ils sont en fait à moins 10% sur la fréquentation. Donc ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit bien que les salles qui ont depuis longtemps pris en charge cette question du lien au public sont celles qui presque en fait s'en sortent le mieux, avec un travail pointu, y compris en termes de diversité des œuvres et d'exigence, quoi. C'est quand même ce qui relève là un peu de ce que tu viens de nous dire. Oui, après, on n'oublie pas le grand public, nous non plus. On fait, on fera la sortie nationale d'Avatar et on sera très content de la faire, forcément. Mais le travail de fond que l'on a et qui sort, nous, on fête nos 40 ans cette année, 1982, voilà. On sort tous de l'éducation populaire, donc nous, on fait ce travail-là auprès des scolaires. Tu en as parlé beaucoup, on coordonne, nous, Collège au cinéma, on anime l'option cinéma de Lézignan. On fait des propositions de séances à Lézignan-Corbière. Les options cinéma programme, on leur laisse une programmation par semaine, d'un film par semaine, que eux viennent, les internes viennent présenter. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, on fait vraiment un travail de proximité qui, attention, ne peut pas être multiplié parce qu'il use les équipes. Et ça c'est important aussi de le dire. Ça demande énormément d'énergie, mais qui petit à petit porte ses fruits aussi grâce à tout le travail, ACID, etc., GNCR, AFCAE, de toute cette dimension-là qui vient structurer notre travail et nous aider beaucoup. Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est ça. Oui, vous parliez de certaines salles qui avaient une baisse moins conséquente que la moyenne. C'est intéressant. J'aimerais savoir si le Diagonal, vous êtes à moins 30 aussi, ou vous êtes à moins 20. Voilà. Je ne sais pas si dans la perte de spectateurs, je ne sais pas trop, il faudrait peut-être en discuter. Qui vient moins au cinéma aujourd'hui ? Qui vient moins ? Est-ce que ce sont des gens qui ont l'habitude des grosses habitudes culturelles, et donc des gens qui vont fréquenter les lieux de cinéma vraiment à réessai, ou est-ce que c'est le client occasionnel, on va dire, qui va venir 2 ou 3 fois ou 4 fois dans l'année et qui veut, auparavant venait 4 fois et qui aujourd'hui va peut-être venir 1 fois ? Je pense que c'est aussi ce travail-là. Je ne sais pas si c'est une question que je pose. Je pense que la question aussi corollaire, c'est quel film ? C'est-à-dire que quand on voit les films ne subissent pas la perte de la même façon. Donc c'est-à-dire que les films qui sortent sur moins de 50 copies, donc c'est l'émergence, c'est ce que tu disais en fait, l'émergence des premiers noms, des noms non identifiés en fait. Là, il y a c'est très difficile. Donc les films qui faisaient 20 000 entrées en font au mieux 10 000, voire 5 000 aujourd'hui. Et là, donc on voit bien que dans ce qu'on perd à cet endroit-là, c'est forcément des gens qui venaient 2 à 3 fois par semaine, qui ne viennent plus que 2 fois. Et le 3e film qui saute, c'est celui-là, en fait. Je pense que là, il y a un élément de réponse. Mais après, il y a moins de films américains, donc ça, c'est une autre typologie de films, gens qui viennent moins. Il y a une multitude de réponses qu'on peut envisager que selon quelle salle, donc quel travail, quelle typologie de salle, dans quel territoire, mais aussi quel film en face. Malgré tout, si on avait tous une réponse unique, je crois qu'on n'en serait plus là. On l'aurait répondu. Mais c'est une multitude de réponses. Mais je pense vraiment qu'il faut envisager ça aussi en termes de films. Et après, ça, c'est notre pense à nous. Mais bien sûr, moi, je pense que vraiment, notre baisse de fréquentation vient du fait également qu'il n'y a pas suffisamment cet engrenage de films vraiment avec des potentiels assez forts, que ce soit dans l'art essai ou dans le non-art essai, on va dire, le généraliste, où on a vraiment besoin d'une forme de dynamique et de sorties successives comme ça de films qui sortent pour réamorcer, on va dire, l'envie des spectateurs de venir et de revenir encore une fois. Et ça, on ne l'a pas pour l'instant. On l'aura, j'espère, bientôt, mais je crois qu'il faut être encore patient. Voilà. À ce point de la table ronde, je pense enfin au fait de vous dire que, bien sûr, on se pose beaucoup de questions et que l'échange va s'ouvrir assez rapidement vers la salle.
d'ici voilà, une demi-heure, pour que vous puissiez chacun participer, bien sûr, à la réflexion. Et je me tourne maintenant vers Marie Chapelet, à la DRAC. Qu'est-ce que tu observes des attentes actuelles des salles de la région auprès des pouvoirs publics? C'est vrai qu'on voit toute l'énergie qui est déployée par chaque salle pour fidéliser, reconquérir son public. On ne peut pas déconnecter ça effectivement d'enjeux nationaux, voire internationaux. C'est-à-dire que tous ces efforts seront vains s'il n'y a pas un cadre réglementaire et des politiques nationales qui quand même défendent les salles de cinéma. Donc on est face, pour le citer vraiment clairement, à vraiment une nouvelle concurrence des usages qui ont beaucoup évolué dans le visionnement des films. On a de plus en plus... La salle de cinéma maintenant est, je suis désolée, alors en concurrence ou en complémentarité, mais je pense qu'il y a vraiment une dimension de concurrence avec d'autres types de visionnement des films sur tout type d'écran. Et en cela, elle doit défendre sa spécificité, c'est-à-dire la singularité de l'expérience de se déplacer pour aller dans une salle de cinéma, rentrer dans ce bâtiment, s'installer dans une salle et partager un moment avec d'autres gens devant un film. Et qu'est-ce que ça de spécifique, qu'est-ce que ça a de plus et de mieux? Donc voilà, moi je pensais vraiment sur cette qualité-là, que les salles peuvent se différencier. Plus spécifiquement, il y a des enjeux, je pense, pour entrer dans des jargons un peu barbares, mais de chronologie des médias, c'est-à-dire de défendre au niveau national le fait que les salles de cinéma aient une exclusivité durant un temps confortable pour montrer les films aux spectateurs, et que ces films soient d'abord en salle de cinéma et surtout au niveau médiatique exposés en salle pour que les salles bénéficient de ce temps favorable. Il y a des enjeux aussi de corrélation, je ne vais pas rentrer, mais entre les efforts de chacun sur la possibilité de diffuser des films et les efforts sur le soutien à la production de films. On a aussi un enjeu qui est, pour peut-être me resituer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, c'est la direction régionale du ministère de la Culture. Donc je travaille pour le ministère de la Culture. On a des efforts qui sont menés sur une réflexion sur... on a beaucoup soutenu, notamment en partenariat avec le CNC et les régions, la production filmique pour qu'elle se décentralise, qu'il y ait davantage de production en région. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a peut-être un déséquilibre dans ces politiques menées avec les régions au profit de la production, et peut-être pourrait-on davantage faire des efforts à l'avenir sur l'aspect diffusion. Donc que ces conventions État-région soient un petit peu rééquilibrées au profit du soutien à la diffusion, que ce soit les festivals, les salles de cinéma, voilà. Pour que, parce qu'on a beaucoup de production de films, et c'est une très bonne chose, elle s'est beaucoup décentralisée en région, c'est un excellent résultat, mais on a besoin aussi que ces films soient vus et diffusés mieux et plus longtemps. Voilà, donc il y a cet aspect-là, on va dire... qui est en cours de renégociation pour les prochaines générations de conventions État-région. Voilà sur notre action. Après, juste rappeler les efforts du ministère de la Culture sur la diffusion, c'est-à-dire, vous l'avez beaucoup évoqué, une politique très ancienne maintenant d'éducation aux images, que ce soit en temps scolaire, avec maternelle, école, collège, lycée en cinéma, peut-être bientôt étudiant au cinéma. Voilà, pour que que durant son parcours d'éducation, une grande partie des jeunes aient rencontré l'image, le cinéma, l'expérience de la salle de cinéma, et qu'ils l'aient aimé et qu'ils veuillent le revivre de façon autonome ensuite. Donc ça, c'est toute une politique assez ancienne. Il y a aussi des efforts en direction des publics hors temps scolaire, à travers Passeurs d'images, par exemple, des ateliers de fabrique de films dans des quartiers... politique de la ville ou dans des zones rurales. Et puis, pour finir, le pass culture, pour prononcer un gros mot,
donc qui est on va dire la nouvelle politique du ministère de la Culture pour donner aux jeunes, favoriser, on va dire, leur pratique culturelle en général, et en particulier des séances de cinéma. Donc chaque jeune est doté d'un petit pécule qu'il peut dépenser pour aller vers la culture. Voilà, donc c'est pour resituer un peu notre action à nous. Je ne sais pas si je suis complète, voilà, pour situer un petit peu j'ai l'impression. Nous, ce sur quoi on essaye de jouer en faveur de ce travail de terrain qui est mené par les salles. J'ai une question du coup. Quand vous parlez de la diffusion, notamment qui va être plus présente dans les conventions État-région, c'est à quel sens? Parce que dans diffusion, en fait, on peut souvent mettre beaucoup de choses. C'est par exemple sur l'accompagnement de la formation des regards, c'est au niveau des exploitants. En fait, du coup, c'est juste pour détailler un peu par pure curiosité, par ailleurs. Alors, oui, il y a le soutien alors, ce qu'on a cité, principalement éducation aux images, voilà. Au sens large, ça peut aussi toucher des adultes, voilà, des personnes éloignées de la culture, qui sont en prison, qui sont dans un système hospitalier, etc. Et puis, oui, des soutiens à la diffusion, c'est principalement les soutiens au festival, dans le cadre de ces conventions, je parle, et parfois ciné-clubs ou associations promouvant la culture cinématographique en général. Pour ce qui est du soutien aux salles de cinéma sur leur travail d'animation, ça relève plutôt de la subvention RSC du CNC. Voilà, ça, je ne l'ai pas cité. Mais c'est ce qui a vocation à soutenir le travail culturel des salles. On essaie aussi de travailler, puis je suis président de la CCLR, avec les collègues, on a un grand besoin de médiation et toutes les salles ne peuvent pas avoir de médiateur. Donc on fait un travail de fond, on a entamé un travail de fond avec nos homologues à la région Occitanie Film pour développer les conventions État-région sur des postes de médiateurs. Voilà, on aimerait vraiment que ça aboutisse. Je pense que c'est un enjeu très très fort des années à venir, que les associations comme la CIRL ou Cinefinae puissent proposer des médiateurs à leurs adhérents pour accompagner aussi des séances et éviter ce que je disais tout à l'heure aussi, que ces coûts-là soient trop forts pour les salles, elles qui sont déjà prêtes à accompagner et à faire des efforts financiers dans ce sens-là. Bien sûr, il y a le coût que représente l'emploi de toutes les personnes supplémentaires, les forces vives qui peuvent vous venir en aide. Mais comme on est dans l'idée de l'énergie perpétuelle des salles, est-ce qu'il y a quand même d'autres postes de dépenses énergétiques comme ça en énergie humaine qui peuvent bien vous bloquer en fait? Qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie actuellement et qui pourrait peut-être être arrangé par quel... Peut-être, Cathy, tu veux aussi te dire ce que c'est qu'être un cinéaste qui travaille pendant 6 mois, accompagne bénévolement un film sans être payé. Peut-être qu'on peut en parler aussi de ce travail bénévole qui est fait par des gens. On peut en parler, mais ça va vite d'en parler parce que oui, c'est un travail bénévole. Après, c'est un travail que nous, on prend à cœur, parce que pour moi, le terme reconquête, par exemple, il ne me parle pas du tout, il ne me plaît pas, il m'inquiète. Enfin, pour moi, c'est vraiment au contraire une envie de partage, d'envie de partager la curiosité, d'envie de partager des moments, et avec des publics le plus large possible, que ce soit des enfants, des grands, etc. Mais aussi, moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour nous, en tant que cinéaste, c'est aussi une vraie question, parce qu'on va être poussé avec la pression des plateformes, la pression de la visibilité, de la peur que le film se casse la gueule avant d'exister et après à sa sortie. Je pense que quand même il faut qu'on soit encore plus tenace et fort et c'est pour ça que des associations comme la CID et d'autres en fait, et même se rencontrer dans des festivals, c'est hyper important, parce que on a besoin aussi de se soutenir et que le public renvoie aussi cette énergie, c'est hyper fort. Parce que nous, en tant que créateurs, créatrices, c'est hyper important qu'on ne se dise pas « Attends, qu'est-ce que je vais faire comme film pour que ça marche ? Parce que maintenant, les plateformes, il faut qu'elles me repèrent, sinon j'aurai pas de boulot. Et puis si je fais un truc trop RSC, du coup, je suis sûre que je bosserai jamais parce qu'en fait, je rencontrerai pas mon public. » Heureusement qu'Arthur Harari, quand il a fait Onoda,
il ne s'est pas posé cette question, et heureusement que son producteur y a cru, heureusement que Jonas Trueba, qui présente un film à 14h, magnifique, il se pose, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas parlé avec lui de ça, mais heureusement qu'il a cru en son film de 3h40 qui est sorti dans certaines salles, et que peut-être peu de gens ont vu, mais ceux qui l'ont vu en sortiront certainement changés pour toujours. Enfin, voilà, donc heureusement qu'on arrive à se mettre des petits remparts, nous, qui ne sont pas faciles, hein, parce qu'on est ébranlé par le côté, vas-y, prends que des gens connus, on aura plus d'argent, on aura plus de visibilité à la sortie et tout. Mais je ne dis pas qu'on doit tous faire des films invisibles, au contraire, on a tous envie que nos films soient hyper vus, et on a tous envie qu'ils parlent beaucoup aux gens. Et on ne se formule jamais, je fais un film que personne ne verra. Par contre, c'est vrai qu'on sent la pression quand même. On sent que c'est de plus en plus aussi difficile d'être dans, justement, essayer de ne pas faire un film à sujet, essayer de faire des trucs qui parlent, mais d'une manière cinématographique, quoi, pour le partager au maximum. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles vous sentez que vous vous êtes bridés ces temps-ci, Noémie et Fabrice, Isabelle, dans vos salles, dans des choses que vous vous êtes interdit de faire Ah non, en tout cas moi de mon côté, on est bridé de rien du tout. On a plein d'idées. Le plus dur, c'est de les mettre en pratique. Voilà. Après, si on est bridé par les moyens, voilà, mais après pas par les idées. On a des équipes de passionnés. Moi, j'ai une équipe assez jeune. Ils sont tous devenus ou sont déjà accros au départ au cinéma. Ils sont identifiés par nos publics. Nous, on travaille sur la proximité. Je pense, Isabelle, pareil. On a des passionnés qui croient au film qu'ils portent aussi. Et donc qui vont discuter avant, après la séance avec le public informellement. Ça, c'est aussi un travail qui se fait naturellement, en fait. Mais on n'est pas bridé. Voilà, on a plein d'idées. Voilà, après, de temps en temps, on manque de moyens financiers aussi, parce qu'on a des contraintes et des contraintes économiques. Et je tiens à dire aussi que le cinéma a survécu à la télé, il a survécu au streaming, il survivra naturellement aux plateformes. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je crois que je suis complètement d'accord avec toi, Fabrice. On sait dans l'histoire des médias que c'est le nouveau média fait surtout du mal aux médias leaders. Donc là, oui, les plateformes vont faire, je pense, plus de mal aux télévisions classiques, aux chaînes de télévision classiques. Et nous, forcément, le cinéma aussi, on en souffre également, mais on a quand même cet avantage-là, c'est que je ne sais pas si on peut comparer une activité où on est chez soi à une activité où on sort de chez soi. Voilà. Donc, c'est pas parce que j'ai un super Thermomix chez moi que je vais pas aller manger au restaurant. Voilà. Moi, j'ai envie de dire ça. C'est pas parce que j'ai une super chaîne de télé, c'est pas parce que j'ai des super plateformes et que je suis abonnée à tout que je vais pas avoir la curiosité de sortir de chez moi et d'aller au cinéma et de voir autre chose. Et ça, je pense que c'est important. Et même si on est dans une société en ce moment de repli, la dernière fois, j'écoutais sur France Inter, je crois que c'était mercredi, une émission sur l'économie de la flemme. Voilà, toute l'économie de la flemme, allez, on reste à la maison. Je crois que c'était la soirée idéale d'un vendredi soir pour je sais pas, il y en a qui ont entendu ça. La soirée idéale, c'est un plateau repas devant sa télé, quoi. Bon, il va falloir changer, hein, c'est bon, le Covid, c'est fini. Il va falloir recommencer à sortir et aller vers la nouveauté et l'envie de sortir. Tu parlais pour revenir sur le côté bridé, moi, en tant que chef d'entreprise, oui, je me bride dans l'investissement de nouveaux matériaux ou matériels. Oui, je fais attention en ce moment parce qu'on est dans une période de crise, donc évidemment, je mets un petit peu la vis, même si, franchement, bon, voilà, j'ai toujours privilégié depuis toutes ces années l'investissement, donc je n'ai pas beaucoup de choses à faire pour que mon établissement, j'ai pas tout à refaire en fait. Voilà, j'ai quand même un établissement qui est
avec un bon niveau d'accueil en tout cas. Mais oui, c'est quelque chose, si je dois faire un lourd investissement, j'y réfléchis un petit peu, j'attends de nouveau que la situation soit un peu plus favorable, en tout cas à l'investissement. Ce qui peut être grave, parce que beaucoup de salles de cinéma n'ont pas eu ce pli pendant ces dernières années de faire vraiment ce travail-là d'investissement, et qui aujourd'hui se retrouvent à devoir réinvestir et se posent vraiment des questions. Est-ce qu'on va s'endetter? Est-ce qu'on ne va pas le faire? Et puis il y a aussi toutes ces salles qui ont ouvert très récemment, c'est multiplex même, donc avec des indépendants qui se sont vraiment endettés sur des années et qui se retrouvent vraiment dans l'embarras. Aujourd'hui, il y a même carrément une salle qui a demandé un placement judiciaire, voilà, parce qu'elle n'arrivait plus à payer ses mensualités. Donc oui, on est inquiet. Je pense qu'il faut qu'on tienne, voilà, qu'il faut qu'on soit assez solide pour tenir encore 1 an ou 2 ans, le temps que la dynamique revienne. Je ne sais pas si on reviendra au taux de fréquentation de 2019, peut-être pas, mais on peut revenir à un taux vraiment satisfaisant, moi je pense d'ici à 1 an ou 2 ans. Voilà. Mais alors j'ai envie de poser la question suivante. Vous décrivez, depuis le début, je vous pose des questions dessus, sur toute l'énergie que vous mettez dans la médiation, dans le fait d'aller chercher les publics, de se mettre en contact, de communiquer sur le cinéma, à travers des séances plutôt événementialisées, en présence d'équipes, de cinéastes ou d'autres intervenants. Mais alors, quand est-ce que le moteur va tourner assez vite pour qu'on en revienne quand même à ce qui était, en tout cas pour moi, l'essentiel du plaisir du cinéma, quelque part? Bien sûr, c'est super d'aller à une soirée animée, mais c'est d'aller au cinéma, limite tout seul, pour une séance quelconque, et être entouré d'étrangers, partager ça, et peut-être repartir sans avoir parlé à personne. Est-ce que c'est pas aussi essentiel, ça, cette dimension dans le plaisir du cinéma et dans son économie? Tout le monde est libre de ne pas rester au débat, de ne pas écouter l'animatrice de la soirée, le réalisateur. Hier, par exemple, la moitié de la salle est partie, pas parce qu'ils ont détesté le film, parce que le film, tout simplement, peut-être... C'était quel film ? Non, je ne vais pas le dire, parce que du coup, tout le monde va croire que c'est nul, alors que c'est vachement bien. Mais non, mais parce que y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, qui prennent la parole. Ça, c'est aussi un travail d'animation, justement, de passer la parole, de comment donner la parole quand même à ces personnes-là, d'avoir des espaces derrière qui peuvent permettre aux spectateurs, dans le hall ou je ne sais où, de quand même poser une petite question, qui n'oserait pas le faire en public. Enfin bon, moi je pense que tout le monde est libre de venir au cinéma, même s'il y a un débat, qu'il n'y a pas de débat, de partir, de sortir, de s'endormir. Bon, ça c'est un plaisir même, peut-être pour certains, de s'endormir dans une salle de cinéma. Pourquoi pas? Et je voulais juste revenir, parce que moi, tout ce qui est exploitation, c'est pas mon rôle dans la structure Diagonale, donc je pourrais pas répondre en termes d'investissement technique ou d'exploitation. Mais je voulais revenir aussi sur le fait que oui, c'est un métier de passion, on est bien d'accord, mais que c'est bien aussi quand même d'être rémunéré pour faire ce métier de passion aussi, et puis d'avoir toujours cette énergie. C'est important quand même de pouvoir vivre de son métier. Et je rebondissais là-dessus aussi. Et nous, par exemple, notamment, on a investi au niveau programmation et communication, pas mal. C'est ce que je voulais dire par rapport les réseaux qui sont apparus aussi, les Insta, les Facebook, etc., depuis plusieurs années. On y est, je trouve, les cinémas RSC arrivés un petit peu tardivement. Et donc, on continue à investir ces lieux-là aussi, on apprend. Et donc, c'est là aussi que... Et vous le savez tous, enfin, sauf vous, les jeunes qui êtes
vous êtes peut-être né là-dedans, c'est tout le temps en fait. C'est tout le temps. C'est-à-dire qu'on fait une insomnie, on va pouvoir répondre à une question d'un spectateur sur... c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc comment on travaille aussi intelligemment avec ça, avec ces réseaux de communication, pour en effet être quand même... rester avec nos contemporains, échanger, parler un peu la même langue ou essayer de se comprendre. Et même si on ne parle pas la même langue, quand même échanger. Et puis, et voilà. Donc nous, ça, c'est aussi un investissement qu'on a fait depuis quelques années au Diago. Et on est prêt aussi à entendre s'il y a des choses. C'est ça aussi le travail avec le Master Diffusion. Vous êtes là aujourd'hui, les jeunes des Master Diffusion. Et c'est bien d'avoir vos retours aussi là-dessus, parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on va se revoir cette année. C'est important aussi qu'on puisse échanger avec vous autour de ça. Voilà, moi c'était... Merci. Est-ce que le public trouve que le Diago répond assez vite sur les réseaux sociaux? Sauf le week-end. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des commentaires dans la salle? Oui. Si vous pouvez vous présenter, par ailleurs, s'il vous plaît. Oui, bonjour, moi je suis Stéphane Grosbeau, je suis journaliste indépendant et potentiellement un petit peu médiateur culturel, donc je connais certains d'entre vous. Et effectivement, moi j'arrive dans la région depuis 2 ans, il y a plein de choses qui sont super, mais il y a quand même quelque chose qui est terrible. On vit une crise économique, on n'est pas rentré dedans, mais on y va. On est dans une économie de la dette et on va se le prendre en pleine face, ça. Et je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait l'expérience aussi d'aller dans une salle de cinéma sans carte et ça coûte 12 € à peu près un film. Une plateforme, c'est à peu près 5 € l'abonnement, je ne sais pas quoi, vous voyez le truc. Donc aujourd'hui, cette question économique, elle est majeure. On n'est pas sorti de l'auberge, je pense, malheureusement. Et moi, la question que je pose, il y a quelqu'un qui travaille pour l'État, là, à travers vous, j'interpelle, vous voyez, c'est plus vaste que votre personne, parce que, mais ça a été déjà dit par Fabrice, c'est-à-dire que sur une structure, avoir des postes de médiateurs culturels, travailler, moi je suis sur une problématique aussi peut-être de travailler avec un village du livre pour réouvrir une salle de cinéma. Eh bien, la problématique, c'est l'engagement de l'État, c'est-à-dire la place de la politique et de la vision culturelle. C'est-à-dire le temps des Malraux est fini, malheureusement. Les gens qu'on nomme ministres de la Culture, je ne sais pas quelle vision ils ont et quels moyens ils ont dans un État dont l'économie est basée sur l'endettement qui nous envoie dans le mur. Donc là, cette question de la monnaie et de l'argent, elle est quand même malheureusement centrale, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des idées, on a tous des idées, il y a des choses qui se font, mais il y a une galère, et du coup, les gens, ils restent devant Netflix, quoi. C'est assez évident. Après, ça pourrait être intéressant de faire des deals avec Netflix, de sortir des films Netflix en salle, parce que je crois qu'au cinéma, il y a un film Netflix qui est passé, il y a eu plein de monde. Je ne sais pas dans quelle mesure ce genre de deal serait intéressant et ramènerait des gens en salle. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des derniers points? Quelque chose qui me semblait intéressant, c'était vous le faites déjà en partie dans vos salles, c'est de faire du transmédia, c'est-à-dire de travailler. Il y a Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle qui sort, faire une soirée de jazz avec. Il y a quelque chose qui sort autour de Orson Welles. Il y a une BD qui sort sur Orson Welles. On invite l'auteur. Donc, travailler sur le transmédia. Ça suppose aussi des budgets pour faire venir les gens. Et il y avait un truc qui existait, qui était des conventions d'éducation artistique et culturelle. Moi, j'ai monté un petit projet où je finançais un financement complémentaire pour travailler sur la bande dessinée. Ces conventions locales, aujourd'hui, on ne sait même pas si elles sont reconduites. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, quand on monte des projets, moi j'ai monté un projet avec Cinémode qui s'est relativement bien passé, mais on a été ric-rac pour payer les gens. Et là, ce projet, je peux peut-être plus le monter l'année prochaine, puisqu'il y a une incertitude sur le volet culture, où je vais faire un atelier BD avec des gamins pour faire le lien avec le cinéma, et qui peut ramener du monde, vous voyez. Et donc ça, voilà, je suis désolé de parler pognon, ça me fait suer, mais je voudrais voir au niveau du ministère, si vous avez de la DRAC, qu'est-ce que vous avez comme piste sur ces questions-là? J'ai été un peu long, désolé. Mais... ça tombe bien parce que Madame l'État, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois. Alors, sur la question de l'endettement et des politiques de l'État au sens large, moi je ne suis pas vraiment à même de répondre, mais comment dire, l'État en tout cas a très clairement
à l'occasion de la crise du Covid, mené une politique qu'on appelle du quoi qu'il en coûte, donc très généreuse, effectivement, qui a généré un endettement important, et ensuite un plan de relance qui a aussi bénéficié aux salles de cinéma. Donc c'est sûr que les salles de cinéma ont bénéficié durant toute la crise du Covid du soutien de l'État, au sens large, via le CNC la plupart du temps, mais pas que, en direct aussi, et d'un plan de relance. Voilà. Maintenant, ça va être la question, c'est et maintenant, parce que c'est évidemment ces aides très généreuses, elles ne vont pas pouvoir être maintenues dans le temps. Voilà. Sur la question de l'endettement, là, je suis désolée, je ne travaille pas à Bercy, donc je ne vais pas répondre sur ce plan-là. Pour ce qui est sur les autres questions, les CGEAC, alors bon, c'est un peu du jargon là encore. C'est des contrats de généralisation de l'éducation artistique et culturelle qui sont signés au niveau local entre l'État et les collectivités locales. Ils sont reconduits. Après, ça dépend des négociations entre telle intercommunalité, telle commune, est-ce qu'ils sont prêts à y participer? Donc parfois, il y en a qui n'ont pas été renouvelés localement parce qu'il n'y a pas eu d'accord qui a été trouvé. Voilà. Donc ça, je ne peux pas répondre de façon générale, mais en tout cas, la politique de contractualisation de l'État avec les collectivités locales, elle est maintenue de façon générale. Ça se négocie, voilà, sur toutes les thématiques culturelles, y compris effectivement le cinéma, et parfois avec des approches transversales entre les arts, qui est évidemment très intéressant. Voilà. Juste, moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'a évoqué, mais très rapidement, sur ce qu'a évoqué Isabelle, sur les investissements. Parce que je pense qu'il y a effectivement l'énergie humaine qui est importante, mais il y a aussi, on a un outil de travail, enfin vous avez un outil de travail, les salles de cinéma, qui ont besoin d'être attractifs et fonctionnels. Il y a aussi, je suis désolée, mais une dimension de technologie et une dimension de bâtiment. On est aussi sur de l'infrastructure. Et là, les investissements, effectivement, ont chuté. C'est aussi une inquiétude. Durant la crise du Covid, ça paraît logique, mais encore aujourd'hui, les projets d'investissement, pour beaucoup, sont à l'arrêt. Donc il y a une forte baisse des projets de création et de modernisation des salles de cinéma. Donc ça, c'est inquiétant parce qu'effectivement, c'est des investissements sur l'avenir et on peut s'interroger si... Voilà. Alors les exploitants sont dans une situation difficile, mais je pense que cet investissement, il a besoin de continuer pour renouveler le parc français et que du coup, on puisse proposer aux spectateurs, voilà, dans l'idéal, évidemment, chaque situation est particulière, mais des salles confortables, avec un bon niveau sonore, un bon niveau d'image, que l'expérience soit radicalement différente de celle qu'on peut vivre à la maison. Et puis, là, évidemment, je ne parle pas de la dimension d'accueil humain et d'incarnation par le directeur de la salle, etc. Là, je parle vraiment du bâtiment. Voilà, il y a nécessité de continuer à investir. L'autre, peut-être juste un point sur aussi concevoir les salles de cinéma de demain. Peut-être les nouveaux usages peuvent amener à construire des nouveaux types de cinéma avec... Là, tout est ouvert, mais il y a des expériences par-ci, par-là, des salles dédiées à des ateliers d'éducation aux images qui jouxtent la salle de cinéma, des salles dédiées aux enfants pour des expériences ludiques, des salles... voilà, évidemment, la plupart des projets qu'on voit arriver maintenant, il y a des beaucoup plus grands halls d'accueil et de convivialité que par le passé. Il y a une prise en compte de la restauration, du café, du fait que le cinéma devienne un lieu de vie et pas seulement un temps de visionnement. Voilà. Même si je suis d'accord avec toi que le cœur, c'est de voir un film. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même, on voit dans les projets architecturaux qui arrivent, un élargissement de la fonction du cinéma pour que ça soit un temps de vie. Voilà. Je vais m'arrêter là. Peut-être pour répondre, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans la question, sur la question du prix, qui est une question qu'on entend beaucoup ces derniers temps, personne ici n'a envie de mettre sous la table. Quelques éléments quand même, c'est qu'aujourd'hui, le prix du billet, quand on prend en compte l'inflation depuis 20 ans, n'a jamais été aussi peu cher. C'est-à-dire qu'en fait, le prix du billet a beaucoup moins monté, par exemple, que l'inflation. Et autre chose, c'est que si le prix du billet unique, on va dire, a monté autant, et méfiez-vous toujours des moyennes quand même, le prix moyen des salles indépendantes n'a rien à voir, par exemple, avec le prix moyen de tous les cinémas de France. Et là, vous avez quand même beaucoup d'indépendants dans les cinémas autour de la table. Parce que personne n'a un tarif plein à 12 € chez vous.
Non, et en fait, ce qui a fait monter massivement le prix de la place unique dans le tarif moyen, c'est aussi l'arrivée, il y a 20 ans, des cartes illimitées. C'est-à-dire que les gros groupes, en fait, pour pousser les gens à l'abonnement, ont poussé les prix des places uniques. Aujourd'hui, une carte illimitée, par exemple, type chez Pathé Gaumont, c'est à peu près 20 € par mois. Quand le tarif effectivement plein est à 15 €, on se pose très vite la question de basculer sur l'abonnement. C'est aussi des logiques en fait purement financières de gros groupes qui ont contribué à un effet d'intérêt général qui était peut-être effectivement pas positif. Et on a tous conscience que le prix du billet, l'accès en fait aux œuvres est une question clé. Personne autour de cette table n'a envie en fait de dire que c'est un non-sujet. Bien sûr que c'est un sujet. On voit on voit bien la crise économique qui arrive. On voit les difficultés des étudiants à ne serait-ce que se nourrir. Donc on sait bien. Et il y a des politiques, tous. Alors nous, on n'a pas de salle à l'acide. Par exemple, on a fait une reprise à Nantes au cinématographe où la séance est à 3 €, par exemple, pour les étudiants. Il y a quand même des politiques, notamment menées par les cinémas indépendants, pour maintenir une vraie accessibilité de toutes et tous, en fait, aux œuvres. La question de la diffusion culturelle est clé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des logiques qui sont très différentes. Quand on parle d'exploitation, entre la grande exploitation et les gros groupes qui ont eu des logiques depuis 20 ans, de celle de pousser vers des abonnements. Et Jérôme Sédou a annoncé que Pathé Gaumont allait être rentré en bourse. En fait, donc il a une logique dans ses prix qui est très différente de celle de l'intérêt des publics. Ce n'est pas la même qui s'applique. Et je pense que là, c'est ce qu'on appelait hier jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut faire très attention quand on parle d'exploitation des tarifs de qui on parle. Parce que les logiques ne sont vraiment pas les mêmes partout. Vraiment. Autre chose, vous parlez du day and date. Moi, là aussi, pour moi, c'est un peu la même logique. C'est qu'en fait, certes, quand un film est sur Netflix, il est accessible à partir de 5 € par mois, mais il n'est que sur Netflix. Et donc il y a quelque chose aussi là de l'ordre par l'abonnement de la privatisation de l'accès à des œuvres qui est un vrai problème. La chronologie des médias est là sur des questions en fait de préfinancement, mais elle organise aussi la diffusion des œuvres de façon à permettre qu'une œuvre soit accessible quelle que soit la porte. La salle de cinéma dans un premier temps, puis après les télés privées, puis les télés publiques, mais avec la VOD entre-temps, au maximum de personnes, quelle que soit la porte d'accès. À partir du moment où on lance du day and date, on sait que quand un film est sur Netflix, il n'est que sur Netflix. Il peut être dans une salle à côté. Le film ne sera plus accessible pour les gens qui n'ont accès qu'à la télé gratuite. Et le service public est quelque chose que nous devons tous défendre aussi, collectivement. De même que nous devons défendre les salles. Et c'est aussi là-dessus que nous, on n'est absolument pas pour du day and date. Parce qu'on pense qu'à terme, c'est si la branche sur laquelle tout le monde est assis, à savoir la salle, et un réseau de salles présent en France, partout. Donc l'accès à tous, de toutes les œuvres. Quand un film est diffusé dans toutes les salles de cinéma, c'est une autre question que le film puisse être diffusé dans toutes les salles de cinéma, mais en fait, il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus démocratiquement accessible que quand il est sur une plateforme privée, dont le but n'est rien d'autre que la privatisation de l'abonnement et de la captation face à d'autres. Là aussi, c'est pour ça que le day and date peut paraître comme quelque chose de beaucoup plus sympathique, mais in fine, en 2 ans, on massacre le réseau d'exploitation, on massacre tout ça au service de quoi ? D'avoir livré tout un réseau culturel et une politique culturelle ambitieuse qui s'inscrit dans quasiment... plus qu'on peut même remonter avant Malraux, qui s'inscrit comme dans des politiques plus anciennes. Sur quoi ? Sur des intérêts de grandes structures multinationales privées. Le day and date, ce n'est jamais auprès. Si vous voulez, les intérêts des actionnaires de Disney ou de Netflix sont rarement compatibles avec celui du public en France et du public dans des salles moyennes. Et je pense que c'est quelque chose à avoir toujours en tête, vraiment. Entre ce qu'on nous dit et quand Disney, là, par exemple, fait un chantage, actuellement, disons-le, Disney fait un chantage sur la chronologie des médias, en prenant en otage l'exploitation pour que l'exploitation bascule contre le reste des acteurs, ce qui n'est pas le cas. Il y a une vraie solidarité de toute la filière face à ça. Ce n'est pas au profit du public, malgré ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils affichent. C'est au profit de leurs actionnaires, parce que c'est eux seuls qui rendent des comptes. Et je ne suis pas sûre que l'intérêt du public en France soit le même que celui des actionnaires de Disney+. Je suis même plutôt sûre du contraire, vraiment. Donc nous, c'est là-dessus qu'on a une vraie méfiance à l'acide et qu'on défend l'accès à tous, mais dans toutes les salles, mais aussi que les films, même les moins visibles, puissent être mieux exposés, par exemple. Voilà, c'est d'autres sujets. Et ça va être plutôt ça, pour répondre à quelques éléments de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle ? Je voulais juste dire un petit truc. Il faut imaginer aussi que si demain, il n'y a que des plateformes, il n'y a plus de cinéma, nous tous qui avons profité en fait, de faire des courts-métrages qui sont passés dans des salles, dans des festivals, qui avons appris sur le tas, qui avons appris dans des écoles, peu importe, cette création, en fait, elle est possible parce qu'on sait qu'il y a une porte derrière, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est cool que Netflix aille chercher Scorsese, aille chercher Cuarón, aille chercher des cinéastes qu'ils ont vus faire d'autres films. Mais d'où vont sortir les créateurs, en fait ? Et la création, c'est un travail, quoi. C'est pas des trucs... Il y a quelques génies, certes, mais en tout cas, c'est aussi des paliers à franchir. C'est aussi... et la liberté de création, c'est pas juste des algorithmes, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut aussi penser à ça. Nous défendons l'exception culturelle française. On a beaucoup de films qui sortent. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ce qui passe sur les plateformes. C'est mon point de vue. Et puis, pour ce qui est du coût de la culture, moi, je dirais, quel est le coût de l'ignorance ?
Et là-dessus, le festival de Clermont-Ferrand, donc, qui est le plus grand festival de court-métrage du monde, avait fait une étude très précise il y a 3 ans. Non, c'est pas moi. Non, c'est bon. Qui calculait en fait que sur ce qu'on leur donnait en subvention, puisqu'on nous reproche toujours, notamment ce côté-là, on va dire l'action culturelle d'être très subventionnée. Nos modèles économiques sont en fait beaucoup plus variés. On est beaucoup d'apports privés en fait. Et de ce que ça reversait notamment aux collectivités locales sur des enjeux purement économiques. Et c'était assez sidérant, c'est que pour 1 euro de subvention qu'ils recevaient, c'était 18 € qui repartaient par l'attractivité du festival en économie locale. Et c'est aussi des choses à garder, c'est qu'en fait c'est aussi l'emploi, mais pas que du cinéma. Parce qu'on pourrait dire les plateformes audiovisuelles, ça va créer de l'emploi, et France 2030 est beaucoup là-dessus pour le grand projet notamment, de l'emploi industriel. Mais en fait, sur tout ce qui se décline, par exemple, ce que Cinémed en fait, fait retomber sur toute la région, et pas que l'agglomération Montpellier-Méditerranée, évidemment, sur toute, est beaucoup plus large. Ça va aussi dans ton sens, quoi. On pourrait même rentrer dans ces enjeux économiques. On reproche beaucoup, on va dire, au cinéma de la diversité, à la culture de coûter, au-delà même de l'ignorance. C'est que je pense que ça rapporte énormément. La culture en France rapporte plus que l'industrie automobile. Et ces choses qui sont... Il y a beaucoup de fake news, de discours à redire, en fait. Mais vraiment, la culture en France rapporte plus que l'industrie automobile, qui est plus subventionnée que la culture. C'est des choses qu'on ne sait pas, qui ne sont jamais dites, et qui sont très importantes à collectivement reprendre en charge, à déconstruire certains discours qui nous font tous du mal, et qui à la fin feront que les publics, nous on dit toujours les publics acides, vu qu'il n'y a pas un public, mais voilà, en fait seront les premiers perdants. Mais ça va aussi dans le sens de ce que tu dis, quoi, évidemment. C'est incroyable comme Netflix s'invite dans tous les débats. C'est tout à fait normal d'en parler. Et tout comme... Pardon. Allez-y. Non, je voulais dire, et pour souligner, la salle de cinéma a toujours gardé sa place. Merci beaucoup. La place de la salle de cinéma dans la ville. On en a beaucoup parlé, de l'apport d'une salle de cinéma et du mal que fait la fermeture d'une salle de cinéma sur l'ensemble de l'activité économique d'une région. Pardon. Oui, je vous en prie. Mireille Rousseau pour Cinéco, cinéma itinérant, Cévennes, Haute-Cévennes et Gardoise et Lozérienne. Alors moi, j'exploite une toute petite salle dans un petit village, dans un réseau que tout le monde connaît. Et je me suis posé la question aussi du renouvellement du public. J'ai des cheveux blancs, comme beaucoup de vous. J'ai aussi maintenant réussi à accrocher le collège donc pour une séance, non pas collège au cinéma, des séances spéciales, mais le collège a accepté de faire une séance à 18h30 en modifiant, ce qui est quand même assez exceptionnel, en modifiant les heures de cantine pour les internes. Et par la volonté vraiment d'une principale, une femme, qui a voulu faire vraiment que cette séance devienne récurrente pour les collégiens. Et tout récemment, on a passé The Duke en VF parce qu'il y a encore la problématique de la VO pour des collégiens. Et on va passer la petite bande de Pierre Salvadori. Donc ça, c'est bien. On y arrive avec les cheveux blancs et avec les jeunes. Ma problématique, moi, c'est les trentenaires qui s'installent ou qui sont installés dans les villages et qui ne viennent pas, que je n'arrive pas à faire venir. Donc j'ai entendu parler de cette question de l'ambassadrice, d'ambassadeur. Est-ce que vous avez des petites pistes à nous donner dans ce domaine? Comment on peut faire venir ces jeunes? Comment on peut les attirer pour qu'ils programment peut-être? Et comment renouveler tout simplement le public? C'était aussi la question du jour. Voilà, merci. Alors juste pour un retour d'expérience pure, nous on a 2 réseaux de spectateurs en fait à l'ACID. Un réseau qui est assez ancien, qui a bientôt 15 ans, qui est un réseau de spectateurs relais. Donc là on est plus dans ce cadre-là, et un réseau de jeunes ambassadeurs. Du coup nos jeunes ambassadeurs, ils ne répondent pas à votre question, puisqu'en fait ils ont entre 16 et 25 ans, enfin 26, on est sur 16-26, nous, voilà bon. Effectivement. Donc en fait, et eux, ils travaillent de façon très participative, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur cette génération, il y a quelque chose de la prescription verticale. La crise de la presse en est un témoignage qui ne marche plus. Donc nous, l'idée, c'est qu'en fait, ils voient les films, ils s'investissent comme ils veulent. Sur le réseau des spectateurs relais, c'est un peu différent, mais c'est un peu le même principe, à savoir qu'on donne accès aux œuvres qui sont soutenues par les cinéastes, on met tout le monde en présence, et après, nous, par exemple, notamment du côté de l'équipe, mais comme des cinéastes, on ne préjuge pas de la façon dont les gens veulent s'investir. En fait, on leur laisse la place. Il y en a qui me disent, par exemple, à Avignon, travailler avec Utopia, on a 3 spectateurs relais qui sont hyper actifs. Et du coup, en fait, c'est une habitude maintenant avec Utopia. C'est eux qui prennent en charge les séances, enfin, nous, on les prend en charge financièrement parlant, mais qui accueillent les cinéastes, qui les animent, etc. Et malgré tout, il y a quelque chose de l'horizontalité, au fait, de façon de travailler, d'inclure les publics dans notre façon de travailler, que ce ne soit pas nous qui décidions entre nous, et hop, on parachute dans des salles, juste avec les exploitants. C'est eux qui choisissent les films sur lesquels ils ont envie de s'investir.
Et à tous les niveaux, tous les âges, ça contribue aussi fortement à faire que les gens s'investissent. C'est aussi une question pour nous plus de laisser de la place, d'être capable parfois un peu de nous taire et d'écouter. En fait, moi, je passe beaucoup de temps à écouter mes jeunes ambassadeurs, j'apprends des tas de choses, en fait, ça me donne beaucoup d'idées, voilà. Et effectivement, vous pointez la question qu'on est un milieu parfois un peu d'entre-soi, qui a du mal le milieu lui-même à se renouveler, et qui, en ayant du mal à se renouveler, voudrait savoir renouveler, en fait. Nous, la seule solution qu'on a, c'est de dire que nous, on n'en a pas, et d'écouter les gens. C'est vraiment le seul retour d'expérience que là, je peux faire à notre endroit. C'est d'avoir donc des spectateurs relais. On en a à peu près 400 en France, donc c'est quand même pas rien, hein, sachant, et ils sont tous très attachés à une ou deux salles. Parce que pour le coup, là aussi, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vienne d'en haut ou en parachute. C'est il y a un lieu, 2-3 personnes autour, et nous, on met à disposition, on invite au prévisionnement. Donc, par exemple, au GNCR, il y a toujours des prévisionnements, ils sont par 3, donc on est souvent assez présents. Et donc, parfois, Jérôme, le DG du GNCR, il n'y a pas de problème, on a toujours quelques spectateurs relais qui se glissent, qui voient les films. Mais c'est par là. Mais nous, on n'a pas de solution miracle, à part le fait de laisser les gens faire ce qu'ils veulent sur les films comme ils veulent. Et on voit que ça marche. Voilà, c'est quelque chose plutôt de l'inclusivité, de la participativité. Mais à notre endroit, nous, c'est la façon qu'on a de fonctionner. Mais encore une fois, nous, on n'a pas le lieu acide, en fait. On est présent dans les lieux des autres. Juste pour te répondre aussi, les problématiques de quand on cible un public, hein, là on parle des 30-40, d'un public plutôt actif. En général aussi, ça dépend de la sociologie à laquelle on est confronté, là où nous on exploite une salle. Les 30-40 ans ou 50 ans, ils ont une vie active, des enfants. Donc pour moi, en milieu rural, je l'ai dit tout à l'heure, on a la problématique, si on a des enfants, il faut souvent se déplacer, etc. Après une journée de travail où on s'est déjà déplacé. Donc tout ça fait que c'est compliqué et que je pense qu'il n'y a pas une seule solution. Il y a plutôt aussi aller chercher les publics et surtout vraiment avoir conscience de la sociologie des publics ciblés que l'on a autour de notre salle. Voilà. Et ça, c'est assez compliqué. Je voulais juste dire un tout petit truc, pardon. Non, c'est juste qu'il y a aussi des initiatives personnelles qui peuvent être mises en place. Par exemple, moi j'ai mes filles qui étaient dans une école qui est voisine d'un petit cinéma de quartier à Toulouse. Et en fait, il n'y avait aucun lien entre l'école et le cinéma. Et moi, je suis arrivée, ça m'a fait un peu bizarre. Et en fait, on a créé un petit ciné-club avec les enseignants, comment ça s'appelle après l'école, nous ça s'appelle le CLAE. Bon bref, et des parents, et en fait, et le cinéma qui était OK. Et on a créé des soirées en fait famille visible, films visibles par tous, pas uniquement par des enfants, où donc tout le monde peut venir, c'est des séances publiques, mais où du coup des gens qui ne venaient jamais au cinéma, des parents qui ne viennent pas, amènent leurs enfants. Des fois, c'est le CLAE qui prend tous les gamins du CLAE. Alors c'est un petit budget, mais le cinéma fait un petit prix aussi. On a mis en place des tickets suspendus pour les parents qui ne peuvent pas payer, parce qu'on pense évidemment à tous les enfants qui ne peuvent pas payer, et ça marche très bien. Et en fait, ça, c'est une initiative qui est de quelques personnes. C'est vrai qu'on peut aussi se dire, c'est pas parce que je suis exploitant ou on l'est pas forcément. On peut aussi avoir des petites idées qui marchent en fait. Bon. Oui, bonjour. Non, je voulais juste rebondir sur Isabelle tout à l'heure disait qui vient moins justement. Attention, c'est Sophie Menanteau qui parle. Attends, non, mais justement, j'avais envie d'entendre un peu tout le monde sur cette question-là. Vous êtes tous dans des endroits un peu différents. Qui vient moins? Est-ce qu'on peut en parler un peu, cette sociologie des publics? Parce que les réponses, elles sont évidemment à ajuster, à adapter en fonction de ces publics qui viennent moins. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez un peu des éléments de réponse? Bon, alors dans ma typologie de salle, qui vient moins? Alors je dirais que déjà, l'ensemble du public, il y a une baisse sur l'ensemble du public. Voilà. Mon public à RSE, qui est plutôt senior et féminin, vient un peu moins. Mais vient aussi un peu moins parce que la proposition qu'on fait n'est pas aussi qualitative que peut-être il y a quelques années. Et ça, je pense qu'il faut quand même le soulever. Des comédies qu'on peut voir sur les chaînes de télé, pourquoi payer alors, le tarif senior, c'est 7 € chez moi, donc on est loin du 12 €, mais voilà. Pourquoi payer 7 € pour aller voir un film qui est qualitativement plutôt moyen? Enfin, je pense qu'il y a aussi une vraie question sur... on est quand même une économie de l'offre, et comment se différencier des autres produits qu'on trouve sur les plateformes ou sur les télévisions?
Voilà, il faut vraiment arriver à rendre hyper qualitatif nos propositions, les propositions de films que l'on fait. Donc ça, c'est pour mon public art et essai qui est un petit peu en baisse, mais que j'arrive quand même malgré tout à maintenir. La clientèle famille, en fait, c'est simple. Je veux dire, quand on a les films qui leur conviennent, les gens se déplacent. Voilà. Je pense qu'ils sont là, et alors peut-être qu'ils ne sont pas là tous comme ils étaient avant, mais en fait, ils sont quand même présents. Après, moi, qui leur convient? Après, tout dépend de la typologie des salles. Moi, je vois, par exemple, si on a des grosses productions américaines pour enfants, style Les Mignons, cet été, si on n'avait pas eu Les Mignons, bon, voilà, il faut le dire, c'est quand même ça qui fait déplacer la plupart des familles vers les salles de cinéma. Donc, quelque chose de suffisamment attractif pour pouvoir donner l'envie, en fait, aux spectateurs de revenir. Je pense que le problème, c'est un problème d'envie. Voilà. Comment redonner l'envie aux spectateurs de se déplacer, de venir dans sa salle, qu'on soit accompagné d'enfants, de familles ou d'amis, ou tout seul, hein. Comment redonner l'envie? C'est vraiment un travail sur l'offre, et l'offre qualitative. Il faut une offre hyper qualitative. Je vais juste répondre parce que ce n'est pas ce que vous dites, mais il y a une petite musique dans l'air du temps qui consiste à dire que les films sont moins bons. Je pense que là, nous, c'est quelque chose qui, évidemment, quand on est dans une association d'auteurs, est toujours un peu dur à entendre. Voilà. Par ailleurs, si vous voulez, il y a énormément de films qui sortent en France, c'est une chance, mais c'est une chance qui ramène les exploitants à une responsabilité, en fait. Vous n'êtes pas obligé de montrer des mauvaises comédies. En fait, il y a un choix qui est celui de la programmation, on ne le dit pas assez, mais il y a un choix qui est celui de l'exploitant, qui est de décider de montrer. Il y a assez de films pour qu'il y ait des bons films. Mais nous avons besoin d'avoir beaucoup de films pour que chacun puisse choisir ce qu'est un bon film. Parce que ce qu'est un bon film, je pense que si on fait le tour de la table, on a tous une définition différente. Et c'est pour ça qu'on va avoir une multitude de films, et chacun, vous faites vos choix après, pour moi. C'est votre choix C'est-à-dire que, parce que par ailleurs, c'est quelque chose d'assez dangereux, je pense, aussi, vraiment. Nous avons besoin d'une offre multiple pour que, justement, que chacun puisse faire des choix. Par ailleurs, nous, à la CID, vraiment, on ne préjuge pas de ce que le public va aimer, en fait. C'est-à-dire que moi, entre ce que j'aime, par exemple, et ce que des gens vont aimer, c'est très différent, mais je pense qu'il faut que chacun y trouve son compte. Voilà. Et justement, c'est là où on va être d'accord. C'est les produits beaucoup trop formatés qui me posent problème. Voilà. Montrer les films non formatés, hein. Il y en a. Mais il y en a. Non, mais d'accord, mais bien sûr, il y en a. Mais après, nous, il faut alimenter quand même nos salles. Donc, on est programmateur. Vous savez combien il y a de films qui sortent par semaine. On ne peut pas tout voir non plus, hein. On n'est pas des super-héros à voir tous les films et de pouvoir choisir tous les films comme on voudrait. Il y a aussi la demande du public qui peut être aussi déçu parce qu'il y a énormément de médiatisation. Nous aussi, hein, on est dépendant de la médiatisation des films. Et quand on n'a pas tel film et que le spectateur nous le reproche et qu'on leur dit « Ah non, excusez-moi, j'ai vu le film, il est très mauvais », non, il y a des choses qui ne passent pas non plus. Donc, on est toujours entre deux. Voilà. La programmation, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. On est constamment en train de se poser des questions. Est-ce qu'on programme ou est-ce qu'on ne programme pas tel film? On le programme, oui, pour pour notre clientèle qu'on pense qu'il va répondre. Et puis parfois, on se trompe. Voilà, on n'est pas non plus... mais oui... moi, je pense qu'il y a trop de films formatés TF1, France 2 ou France 3, ça c'est clair, hein, et qu'aujourd'hui les financements vont plus sur les plateformes, parce que c'est les plateformes qui ont plus les moyens de mettre sur la table au niveau des scénarios, au niveau de tout ça, et que nous, on a vraiment besoin d'un retour en force d'investissement dans la création. Juste là-dessus, pour préciser, à ce stade, les plateformes n'ont pas plus de moyens. Netflix a signé un accord qui fait qu'ils doivent investir 40 millions. Ils vont devoir investir par an, là où Canal+ investit 200 millions. Donc on est quand même des rapports qui font, en fait qu'aujourd'hui, le premier financeur de cinéma français, c'est Canal+, ensuite c'est France Télé. Y compris parce que les plateformes n'ont pas envie de financer des films français. Et par exemple, les 40 millions, ils vont mettre 20 millions sur deux films. Je ne parlais pas des films, spécialement des films français. Hein, je parlais de l'économie. Par contre, là, ça nous permet, juste après, je vais laisser la parole à Noémie, mais de faire un point. C'est surtout qu'on ne répond pas à la question de Sophie, en fait. Alors moi, je n'ai pas de réponse. Je suis désolée. Mais du coup, je demande, je botte en touche, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que depuis mi-septembre, dans le cinéma dans lequel je travaille, les gens reviennent. C'est-à-dire que nous avions des habitués que nous n'avons pas revus pendant toutes ces années de pandémie, clairement.
Bon, faut dire quand même qu'on a fermé pas mal de temps aussi, hein. Ça, faut le rappeler, c'était pas notre décision de fermer. Donc, merci de nous avoir aidés, mais ce n'était pas notre décision non plus de fermer autant de temps. Donc, je n'ai pas de réponse à ça, mais par contre, je demande peut-être à Marie, je ne suis pas au courant s'il y a eu une étude de fait par l'État, justement sur quelles sont les personnes qui sont venues pendant cette période, jusqu'à présent, sur ces 3 ans, on est sur 3 ans là. Voilà, c'est pas beauté en touche, c'est que nous n'avons pas fait d'études sociologiques. Il y a des étudiants qui viennent régulièrement, et d'ailleurs on veut bien les retours, nous en tant que salle. Oui, ça y est, là je vous ai pas lâché, je vous vois. Donc on veut bien ces retours. Il y a des étudiants qui font ce travail-là avec l'université Paul Valéry, qui viennent sur certains films voir et qui donnent des questionnaires au public. Mais moi, on n'a pas fait ce boulot-là, nous, pendant 3 ans. Mais par contre, je pense que c'est notamment à l'État de faire ce boulot-là, de savoir... Si on parle de reconquête, oui, mais à reconquête de qui? De quoi? Enfin, nous, on fait le taf sur le terrain, je pense. Voilà, à notre niveau, avec nos enjeux, avec nos convictions politiques, nos convictions... et je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. J'en parlais hier à Pauline. Je trouve qu'il y a un débat, justement, qui revient enfin, qui est un débat politique. On parle de cinéma et de politique, et ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé, et donc ça fait du bien. Donc l'énergie, on l'a, voilà, ça viendra, et les gens qu'on ne sait pas qui c'est, qui ne sont pas venus pendant 3 ans, ils vont revenir, et puis d'autres viendront, peut-être qui ne sont jamais venus, voilà. Qui vient moins, alors moi je dirais pas que c'est propre à telle ou telle tranche d'âge ou autre. Tu l'as évoqué largement. On vient moins sur des comédies populaires, pour pas être désagréable. Donc du coup, nous on fait un travail différent, et tu l'as évoqué aussi, on programme plus ce genre de film, ou seulement lorsqu'on y est obligé. Voilà, parce qu'il y a des gros distributeurs aussi qui nous imposent des sorties de films pour qu'on puisse avoir le film porteur, et ça c'est propre au film grand public. Donc nous on a moins de monde, en tout cas nous, sur les films grand public moyens. On a beaucoup de monde sur les films grand public blockbuster, mais il y en a moins. Et on a retrouvé et conservé notre public sur tous les films pointus, accompagnés, travaillés, où on y met aussi du spectacle. On a travaillé sur le clapiche, le dernier clapiche, avec de la danse contemporaine par exemple, et on a retrouvé des personnes qu'on n'avait pas vues avant le Covid. Et c'était assez hallucinant, et du coup derrière ils sont revenus voir des films. Parce que retrouver aussi la pratique de la salle, moi je crois que ça peut être aussi un déclic, en proposant quelque chose de particulier, voilà, qui donne envie de revenir une fois, qui revient une fois, revient 2 fois, 3 fois, 4 fois. Enfin, moi, je crois en ça. Je vais juste répondre sur l'étude, effectivement. Je pense que je vais faire remonter, effectivement. Je pense qu'une étude du CNC ou de la FNCF, je ne sais pas, mais une étude sur les publics serait au niveau national, et pourquoi pas régional, serait intéressante. Et puis, je voudrais juste citer 2 mots qu'on n'a pas prononcés et qui me semblent importants dans toute cette énergie humaine, c'est les bénévoles. Parce qu'on a, par exemple, le circuit cinéma itinérant Cinéco, ça me fait penser, mais on en a beaucoup d'autres. Toutes les salles travaillent avec des bénévoles et qui font un travail vraiment indispensable et essentiel dans beaucoup de cinémas, pas tous, mais pour la petite et la moyenne exploitation, on est vraiment sur un travail de milliers de personnes qui bénévolement accompagnent les ciné. Il y a par exemple des ciné-clubs, mais il y a aussi pour les circuits de cinéma itinérants, il y en a véritablement qui assurent les projections. Enfin voilà, on a en France la chance d'avoir énormément de gens qui s'investissent bénévolement. Et ça contribue à cette énergie humaine. Et puis l'autre mot que je voulais prononcer, c'est festival.
parce que, bon, ici on est dans un festival qui se déroule principalement dans un palais des festivals, mais beaucoup de festivals se déroulent dans les salles de cinéma et contribuent beaucoup à les faire vivre en louant les salles ou bien en générant la billetterie CNC. Et donc là encore, c'est des temps essentiels, je pense, pour la vie de pas mal de cinémas. Voilà, je voudrais l'évoquer. Voilà. Merci beaucoup. On va pas. Moi, je voulais juste dire, pardon, que c'est super d'être bénévole. On l'est tous dès qu'on peut, je pense. Et en tant que cinéaste, c'est super aussi que maintenant on puisse être payé quand on vient présenter les films. Bon, là, si nous, quand on va présenter le film des autres, c'est pas le cas, mais en tout cas, quand on vient et qu'on fait une tournée sur un petit film et qu'il n'y a pas de sous pour payer, ben, c'est bien que les cinémas nous payent, c'est bien qu'on puisse... Parce qu'en fait, c'est du temps qui est pris sur le travail du film suivant, etc. Voilà. Et d'ailleurs, nous, il y a des choses sur lesquelles la CID on le fait, mais il y a des associations régionales, notamment qui commencent à le faire. Cinéphare, en fait, rémunère systématiquement les tournées de cinéastes, par exemple. Donc en Bretagne, voilà, il y en a de plus en plus qui le font. Et juste sur le bénévolat aussi, parce qu'il y a effectivement beaucoup de salles qui sont... C'est le cas de l'Action culturelle, il y a beaucoup de bénévoles. À la CID, il y a 120 cinéastes bénévoles, par exemple, effectivement. Il y a aussi beaucoup de cinémas qui sont des cinémas associatifs. Et dans les choses qu'on ne dit jamais dans les effets de la crise, c'est que c'est quelque chose que toutes les associations, culturelles ou non, ont vécu, à savoir c'est le désinvestissement des bénévoles. La crise du Covid, en fait, a abîmé beaucoup, y compris le lien social. On le sait maintenant, ça commence à être documenté, et ça se voit dans l'engagement des bénévoles. On ne le dit jamais assez, mais par exemple, nous, à CID, il a fallu faire un gros travail en fait, de remobilisation des cinéastes, de recréer ce lien, de tout ce lien social. En fait, une asso, en fait, c'est une mini-société. Tout ça, en fait, a été abîmé. Et la plupart des assos, mais Médecins du Monde le dit aussi, par exemple. Ce n'est pas que de nous dont on parle. C'est quelque chose dont on ne parle jamais, de tous ceux qui sont associatifs, à quel point, en fait, on a aussi souffert de ça. Là où le lien social a été abîmé, je crois qu'il y avait une étude qui avait été menée, c'est quasiment 30% des bénévoles en France qui se sont désengagés de là où ils s'engageaient. Et sur nos structures culturelles, évidemment, c'est énorme. Donc en termes d'énergie, c'est d'autant que ceux qui sont restés engagés ont dû surcompenser aussi. On va prendre une dernière question qui vient d'une cinéaste en plus. Oui, merci. En fait, au début, je pensais la poser après, mais je me dis que ça peut intéresser d'autres gens ou des étudiants et des étudiantes. Donc, vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Nina Faure, je suis réalisatrice de films documentaires. Et en fait, je me demandais comment, c'est très intéressé, hein, vous verrez, comment la CID sélectionne les films accompagnés. Parce que... en fait, vous savez, quand on est réalisateur, réalisatrice, on fait un peu tout. Donc, moi, de documentaires particulièrement. Et là, on a fait une avant-première d'un film que je porte depuis longtemps, lundi au Diagonal, et où il y avait plein de vingtenaires, trentenaires, quarantenaires. Et c'était très enthousiaste comme accueil. Et moi, qui suis une réalisatrice, pour le coup, née en Ardèche, dans un territoire où il y avait une salle à réessayer dans la ville où j'étais, avec le label, mais où je sais l'importance d'avoir accès à énormément de choses auxquelles on n'a pas accès. Ça m'a manqué toute mon adolescence, donc je mets vraiment beaucoup d'énergie dans ma vie à aller me promener partout où je peux. Tout ça pour dire que voilà, la question plus générale, c'est comment on propose des films comme ça qui pourraient vous intéresser, peut-être, je sais pas. Alors nous, on est toujours ravis de les prendre. Il y a plusieurs façons de rentrer dans la CID. En tant que cinéaste soutenu, donc à Cannes, en fait, il suffit d'envoyer un film, c'est un appel à projet, comme toutes les sections cannoises, assez classique. Et d'ailleurs, on parlait de la responsabilité, mais en fait, moi aussi, je sais ce que c'est que nous, Cathy, par exemple, a fait la programmation cette année, elle peut vous dire, de voir des films et de se dire, ouais, c'est bien, mais en fait, non, je ne vais pas montrer ça. Et de faire ces choix-là, nous, en fait, on n'est pas exploitant, mais on s'y confronte à certains moments, notamment parce qu'on soutient des œuvres. Et après, il y a un soutien classique, quand un film a un distributeur, notamment, les distributeurs nous l'envoient 4 mois avant la sortie, et on peut l'accompagner. C'est des cas, notamment, des 2 films de Jonas Trueba, qu'on n'a jamais accompagné à Cannes, mais qu'on a accompagné sur cette Eva en août, et qui a par nous, par exemple. Voilà. Après, la question, c'est aussi celle de l'engagement des cinéastes, et là, pour le coup, il ne suffit pas d'avoir été soutenu à la CID. N'importe qui peut venir et en fait a envie d'être dans des questions de diffusion parce qu'il pense que ça nourrit sa pratique de création aussi, que la rencontre avec les publics. Et là, il suffit de nous envoyer un mail, de venir et de rencontrer d'autres cinéastes en fait. C'est vraiment, venez comme vous êtes, quoi, pour le coup, vraiment. C'est... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Fabrice, tu prends le mot de la conclusion. Juste pour finir de répondre, je pense qu'il y a aussi 2 associations d'exploitants sur la région, la CIR, les cinéphiles. Il ne faut pas hésiter à faire passer des liens. De nous contacter, on est en lien direct avec les exploitants. S'il y a un film intéressant, on peut organiser des tournées. On organise des tournées en collaboration avec les producteurs de la région, les réalisateurs de la région. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, de nous faire passer autant à Cinéphilae pour le côté
ex-Midi-Pyrénées ou ex-Languedoc-Roussillon avec nous. Voilà, et si j'ai le mot de la fin, je tiens à remercier le Festival Cinémed. Finalement, c'est Noémie. Je te le redonne après. C'est juste pour dire que quand même cette séance, elle a été organisée avec le Cinémed, la séance du film de Nina Faure, mais aussi et surtout, elle est soutenue par Occitanie Film aussi. Je vois qu'il y a Karim là-bas et qu'elle a fait l'ouverture du mois du doc. Et je sais que la CILLR travaille aussi avec Occitanie et que Occitanie, donc, qui s'occupe de la diffusion en région et de l'accueil des tournages, etc. Je sais pas pourquoi je fais la pub pour toi là, Karim. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est tellement bien cette soirée. Non, mais pour vous dire que voilà, il y a aussi ces réseaux-là et qu'on travaille tous ensemble aussi en Occitanie. Voilà, c'était ça. Tiens, je te laisse. Ouais, en gros, il faut bombarder partout, hein. Faut pas hésiter. faut faire connaître vos œuvres. Voilà. Merci à vous de sortir autant de films en tout cas. Et merci à vous tous. Mais merci au Cinémed, merci à la CCILR de tous ces témoignages d'énergie débordante. Il n'y a plus qu'à, on y retourne.